Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Il y a 15 jours, je vous ai promis que je vais faire une vidéo consacrée à la réponse à vos questions. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, je fais cette vidéo. Comme vous voyez que je suis en voyage cette semaine, je suis aux États-Unis, plus exactement au Texas, à Houston et je n'ai pas forcément le moyen pour faire une vidéo comme je fais d'habitude pour le café de dimanche. Donc aujourd'hui, ça va être le meilleur moment pour répondre à vos questions. Je fais la préférence toujours aux questions qui sont posées sur Telegram. Vous savez que c'est mon moyen de communication principal durant la semaine. Et une fois ou deux fois par semaine, je fais mes vidéos YouTube. Donc cette semaine, très rapidement, parce que j'imagine que vous voulez aussi voir un petit aperçu, j'ai essayé de le suivre, même si j'étais extrêmement occupé. Donc la glissade continue, donc là tous les indices sont en baisse. Une chose qui est importante que j'observe, c'est que cette fois les GAFAM qui mènent la baisse des marchés. Je vous rappelle que depuis très longtemps que les GAFAM qui restent notre protection, on va dire, contre les intempéries boursiers, parce que tous les secteurs baissaient, il y a beaucoup de secteurs par lesquels il y a eu une véritable crise. C'est typiquement le secteur des énergies renouvelables où j'investis actuellement justement au bon prix. Selon moi, encore une fois, je vous rappelle que je n'ai pas le droit de donner des conseils d'investissement. Moi, j'ai investi, vous faites ce que vous voulez. Chacun décide pour son portefeuille personnel. Eh bien, il y a certains secteurs qui sont complètement massacrés. Et les indices, quand on les regarde, on a l'impression qu'on est un petit peu dans le monde tranquille. Mais grâce à quoi? Grâce justement à cette valeur des GAFAM, la tech, la big tech américaine qui tire toujours vers le haut les indices, notamment américains, qui servent dans le benchmark des différents indices. Cette semaine, ça a changé. Il y a eu des publications de Meta, de Google qui font des recettes sur les publicités. Ces entreprises qui sont devenues plus ou moins cycliques parce que moins il y a de la croissance, moins il y a de commandes de publicité et on commence à le voir sur les comptes de Google notamment. Sur Meta, je trouvais ça un tout petit peu mieux qu'en publication, mais en tout cas, les deux entreprises ont été quand même vachement massacrées cette semaine et ça a mené vers le bas les autres GAFAM. Que Microsoft a été épargné, c'est la seule d'ailleurs GAFAM que j'ai dans mon portefeuille, Miner Cash Patrimoine. Donc cette protection quelque part commence à partir. Il est clair que les investisseurs veulent prendre les profits sur les big tech, même s'ils ne sont pas spécialement très chers au niveau de multiples, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Nous allons passer tout de suite à la réponse aux questions et les vidéos classiques, nous allons reprendre à partir de la semaine prochaine et évidemment la deuxième vidéo pour mes abonnés où nous parlons de la stratégie plus concrètement, ce que j'achète, ce que je compte d'acheter, etc., etc. Voilà, la première question sur Telegram. Malgré la hausse du prix du pétrole, peut-on envisager l'achat d'entreprises comme Total ou ExxonMobil à la vue de leur faible valuation? Ça, c'est la première question. Et est-ce que le bon moment pour rentrer sur les REITs hors bureau, par exemple American Tower, Prologis? Donc je vais d'abord répondre à la première question. Moi, oui, je suis rentré sur Total Energy. Par contre, mon PRU, il était à 50,5 ou 51, je ne sais plus exactement. Donc j'ai un très bon PRU. Après, il faut rentrer, mais à bon prix. Après, je ne vais pas rentrer dans un débat éternel parce que pour ne pas faire trop long, je suis assez bullish sur le pétrole, surtout après les histoires en Israël. Donc le Moyen-Orient devient vraiment très problématique. Après la Russie qui est sortie, bon, il est sorti du marché, on va dire, ouvert et maintenant il opère sur un marché noir. Ça a fait augmenter les prix parce que du coup maintenant la Russie continue à vendre le pétrole mais en passant par des différents schémas bizarres qui leur coûtent et du coup ça rajoute une prime de pétrole, sur le pétrole russe qui rentre toujours sur le marché global. Eh bien, tous ces phénomènes-là me disent que probablement le pétrole va au moins rester aussi cher qu'il est aujourd'hui et probablement il y aura des spikes plus importants. D'ailleurs, les conséquences de cela sont très importantes parce qu'on risque de ne pas tenir nos objectifs de l'inflation et donc les objectifs de la BCE, et donc du coup on va encore toujours reparler des hausses des taux qui étaient imprévues, et patati patata, donc tout ce débat éternel. Donc je suis quand même assez haussier sur le pétrole. Effectivement, déjà au prix actuel, et même en dessous des prix actuels, les sociétés pétrolières intégrées ne sont pas chères, effectivement, mais par contre le marché traditionnellement ne les valorise pas cher. C'est comme ça. Donc il faut toujours penser, ça va concerner également d'autres questions que vous m'avez posées, c'est qu'il faut toujours regarder les multiples par secteur. Donc on ne peut pas comparer les multiples de Microsoft et les multiples Total Energy, ce n'est pas le même secteur, même si parfois le marché il se trompe. Et notamment sur Total Energy, je trouve qu'il se trompe parce que
ce n'est pas uniquement le pétrole classique. Le marché le sait, mais je ne sais pas pourquoi les normes de valorisation de ces entreprises restent comme si c'était des valorisations des entreprises pétrolières classiques. Donc, globalement, pour répondre au cours, oui, je trouve que c'est intéressant, mais quand même, il faut faire un petit peu le travail de l'analyse technique pour essayer de choper le cours intéressant. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va revoir mon PRU, donc autour de 51 euros, entre 50 et 51 plus exactement. Donc je pense qu'il faudra se contenter des niveaux vers 60, 58, qui va désormais peut être considéré comme un point d'entrée. Après, évidemment, il faut diversifier, patati patata. Maintenant, ce qui concerne les REITs, la réponse est beaucoup plus facile à donner. Non, je ne trouve pas que les REITs, même hors bureau, même hors tout ce que vous voulez, c'est intéressant pour une seule simple raison, parce que les REITs, c'est un secteur dans lequel on investit massivement, notamment via les ETF, notamment via des nombreux fonds de pension américains. Bien, il y a ce phénomène de ETF, donc du coup, quand le secteur est mal aimé, donc du coup, toutes les valeurs baissent. Vous parlez des American Towers, celui qui installe les tours 5G. Ça peut paraître effectivement l'immobilier extrêmement particulier, ce qui est le cas, mais par contre, quand tous les risques baissent, peut-être lui, il va baisser moins, mais il va quand même baisser. Donc, j'ai vu que on a clairement un problème actuellement sur le marché obligataire, on aura clairement beaucoup de défauts, toutes ces entreprises sont structurellement endettées. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment éviter ce secteur. Et c'est moi qui le dis, qui a commencé dans l'immobilier, qui adore l'immobilier, mais les foncières cotées, une exposition, on peut même dire directe, même si techniquement elle est indirecte, sur les taux, elle est énorme. Et les taux, pour l'instant, ne sont pas partis pour baisser. Quand on va voir la baisse structurelle des taux, dans ce cas-là, on va pouvoir en reparler et voir ce qu'on peut faire sur les REITs. Et d'ailleurs, les REITs que vous avez cités, ils proposent des rendements, et quand vous investissez dans l'immobilier, c'est les rendements, les dividendes qui vous intéressent sans doute. Ils ne sont pas du tout intéressants parce qu'il vaut mieux d'acheter un ETF obligataire et dormir tranquille. Voilà, voilà la deuxième question, c'est Thomas. On n'arrête pas de parler du plafond de la dette américaine, mais plus on entend parler du conflit militaire dans le monde, plus les Américains envoient des aides militaires. Quel est l'intérêt pour eux? J'imagine qu'ils ne font pas ça que pour la paix dans le monde. Il doit bien y avoir un intérêt derrière. Non. Bon, évidemment, évidemment, il ne faut pas être naïf que les Américains ont leur intérêt géopolitique. Après, la question peut être très complexe à répondre parce que c'est une question géopolitique sur le positionnement de le leadership des États-Unis. Un petit peu, on peut rentrer dans les théories de complot très facilement. Je dirais tout court, oui, effectivement, ils ont leur intérêt. Ils veulent garder leur suprématie et géopolitique et militaire et économique dans le monde entier. Et quand ils envoient les aides militaires, il y a effectivement ce phénomène, on le voit très clairement, parce qu'ils n'envoient pas les aides militaires n'importe où. Parce que les conflits militaires, si vous regardez, ils arrivent dans tout un tas de pays. Par exemple, si vous regardez l'Afrique, il y en a tout le temps des conflits militaires là-bas. Par contre, les États-Unis, ils n'envoient pas les armes comme ils envoient en Ukraine ou comme ils envoient en Israël. Parce qu'ils les envoient où ils voient le risque pour un équilibre mondial, si vous voulez, où eux, ils restent les leaders. Je veux préciser, c'est pas parce que ils sont des méchants, parce qu'ils veulent rester les leaders et que tous les autres restent leurs esclaves. Ils font ça, pas pour ça. Ils font ça tout simplement pour garder l'équilibre et préserver le monde, si vous voulez, capitalistique, le monde, on va dire, très aisé, très riche, dans lequel vivent les pays occidentaux. Ils veulent conserver ce modèle. Parce que si vous regardez autour de vous, bon, si pas autour de vous peut-être, mais si vous regardez la carte, les pays les plus riches, à quelques exceptions près, notamment juste les pays du Golfe, presque une exception, ce sont tous les pays qui suivent la ligne américaine, si on peut l'appeler comme ça, même si j'aime pas cette expression. Et effectivement, les pays occidentaux, ils se rendent compte qu'ils vivent quand même une vie très belle par rapport à beaucoup d'autres pays, et ils veulent la conserver. Et dès que cet équilibre est menacé, ils envoient des armes. Évidemment, ils se tournent vers les États-Unis, qui sont des leaders de l'OTAN, qui ont beaucoup d'argent, qui ont la puissance du dollar, qui ont une puissance d'imprimer ce fameux dollar. Eh bien, ils en profitent pour demander les États-Unis de l'aide et quelque part protéger
le monde occidental. Et c'est presque le rôle officiel des États-Unis, en tout cas au sein de l'OTAN. D'ailleurs, tous ces débats de Donald Trump, qui accusait les pays européens qui ne contribuent pas assez dans l'OTAN, c'était justement tourné autour de ça. C'est que les Américains, ils payent plus cher que les autres, mais les autres c'est l'Europe en fait, il peut se permettre de ne pas maintenir une armée, une dépense militaire aussi puissante grâce à ou à cause d'eux, c'est selon votre point de vue, c'est que ils se sont assouplis, ils sont soumis à, on va dire, à la gouvernance en direct des États-Unis. On peut ne pas aimer ce modèle, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les États-Unis, elle a un rôle de policier international pour, pour défendre le monde occidental. Voilà. S'il voit que le monde occidental est menacé, il envoie les armes. En Ukraine, elle était menacée, en Israël, elle est menacée. Et donc c'est là où les armes vont. Et c'est pour ça qu'ils ne vont pas en Afrique, parce que là-bas, ils ne voient pas du risque pour un équilibre du monde occidental. Et c'est pas uniquement pour eux. Voilà, donc il faut pas non plus, bon, il faut pas être naïf, croire que ce sont des gentils qui cherchent que la paix, mais il faut pas non plus être complotiste pour dire que les États-Unis veulent tout simplement juste pour que tout le monde devienne l'esclave en milliards d'or, toutes les conneries comme ça. Voilà, ça c'est mon point de vue. Une autre personne qui pose la question, les États-Unis n'ayant plus que la moitié de leurs réserves stratégiques de pétrole avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, vont certainement commencer à devoir remplir, surtout remplir leurs réserves du pétrole, surtout qu'ils veulent réagir au déséquilibre géopolitique dans le monde. Cela pourrait-il soutenir la hausse des prix du pétrole et l'inciter d'investir sur les sociétés Esso, Morel Prom, Total Energy, Total Gabon. Bon, après, ces sociétés-là, chacune a ses particularités. Donc, Total Energy, Total Gabon, c'est pas pareil. Bon, c'est pareil, capitalistiquement, c'est lié, mais ce n'est pas pareil de point de vue de risque, de point de vue de votre investissement. Je n'ai déjà parlé du pétrole, je ne veux pas me répéter. Donc, effectivement, sur le pétrole, je suis bullish, notamment pour cette raison-là. Mais n'oubliez pas que les États-Unis, encore une fois, ils ont un avantage d'avoir une autonomie énergétique. Donc ils sont autonomes contrairement à l'Europe, contrairement à beaucoup d'autres pays. Donc ils ont moins de problèmes. Vous voyez, donc s'ils voulaient être, je reviens à la question précédente, s'il était méchant loup, qui voulait juste soumettre tout le monde entier devant eux, et pour que tout le monde devienne leurs esclaves, si vous voulez, il pourrait en profiter également de cette situation. Il en profite, mais de manière quand même assez soft. Donc oui, en grosso modo, si vous voulez, je suis bullish sur pétrole, donc c'est assez clair. La deuxième question. EDF, désormais propriété de l'État français, est très endetté à cause des règles de concurrence imposées par l'Europe. N'y a pas-t-il une forte probabilité, selon toi, que ce soit Total Energy qui investisse dans le renouvellement du parc nucléaire français? Et si c'est le cas, penses-tu que ça peut avoir de mêmes effets négatifs sur le compte Total Energy, dont sur son cours de bourse? Bon, ça va un peu trop loin. Déjà, je ne suis pas expert dans le nucléaire, donc je travaille dans le secteur de l'énergie, mais pas dans le nucléaire. L'EDF et Total Energy, c'est deux acteurs économiques complètement différents. EDF, c'est l'État. C'est clairement l'État et pratiquement que l'État. C'est une société qui a une gestion catastrophique, dette énorme. Il a été plus ou moins nationalisé. Et si elle va investir dans le renouvellement du nucléaire, dans ce cas-là, ils vont investir avec nos impôts. Donc indirectement, donc l'État va piocher de l'argent d'après nous et après donner l'argent à l'EDF qui va toujours rester déficitaire, investir dans toutes les infrastructures qu'il faut, comme il le fait déjà. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de Total Energy dans ce processus. Total Energy, déjà, leur projet nucléaire, j'en ai entendu parler, mais ça reste que des paroles pour l'instant, donc je ne vois pas spécialement beaucoup d'incidence sur leur business model. Et contrairement à l'EDF, c'est une société capitalistique, donc c'est pas une société qui appartient à l'État français. Euh, S'ils y voient intérêt, ils vont le faire. S'ils n'y voient pas, ils ne vont pas le faire, tout simplement. Et leur PDG, si vous lui faites confiance, moi je lui fais confiance, s'il ne voit pas s'il voit l'intérêt d'aller avec l'État en restant peut-être sur des projets déficitaires, cela veut dire qu'il aura d'autres avantages qu'il va pouvoir négocier d'après l'État sur d'autres projets. Donc je ne pense pas qu'ils vont faire des conneries, juste s'engager dans les projets qui vont plomber leur compte et après avoir de l'impact sur les actionnaires. Voilà. Ensuite, Olivier,
Question, une analyse des actions Thales et GTT, qui est le bon prix selon toi? Mais très rapidement, Thales c'est de la défense, principalement il a monté hyper haut après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Je ne l'achète pas, j'achète la défense américaine. GTT c'est une intéressante entreprise, je voudrais l'avoir en dessous de 100 euros. Voilà, la réponse est très courte. À quand une baisse des GAFAM? Ça c'est une question d'il y a 2 semaines. La montée semble continue. Faut-il prévoir les PER attendus spécifiquement pour ce société? Bon, voilà, la réponse est là. Vous pouvez regarder la bourse maintenant au bout de 15 jours quand vous m'avez posé cette question, Olivier. Donc, les GAFAM baissent maintenant. Déjà, ils ont même chuté cette semaine. Un avis, mise à jour sur Roche Holding, catégorie A, qui a bien baissé en 2003. On en a déjà parlé dans la précédente café de dimanche. Je n'ai parlé que toutes les valeurs suisses souffrent aujourd'hui à cause du franc suisse. Voilà. Voilà, maintenant je passe aux questions qui m'ont été posées dans les commentaires à la dernière vidéo. Bonsoir Pavel, pourquoi acheter les obligations US à travers un ETF alors qu'on peut acheter en direct sur IBKR? Alors cette question m'a été posée plusieurs fois déjà, par différentes personnes en plus, donc ça vaut le coup d'entrer un petit peu plus en profondeur du sujet. Effectivement, nous pouvons investir dans les obligations de deux manières différentes, soit les acheter en direct, soit les acheter via un ETF. Donc contrairement aux actions, les acheter en direct c'est plus complexe que les acheter via un ETF. Pour quelles raisons c'est plus complexe? Donc la première raison, la plus évidente, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de brokers qui proposent les investissements dans les obligations. C'est aussi simple que ça. Donc moi je passe, comme vous le savez déjà, par Interactive Brokers, parce que moi je trouve que le broker le plus complet et qui est partenaire de mon projet. Vous pouvez trouver les liens dans la description à cette vidéo si vous voulez rejoindre Interactive Brokers. Et ce broker, effectivement, il propose l'accès aux obligations, mais pas que. Donc, il y a également aussi Trader Public, corrigez-moi si je me trompe, et aussi DGiron, avec lesquels vous pouvez effectivement acheter les obligations en direct. Mais le moyen le plus simple, c'est de passer par les ETF. Les ETF, donc, ça veut dire que vous investissez dans un fonds, comme vous faites pour les actions, et après, c'est le gestionnaire de ce fonds qui s'occupe de remplacer les obligations expirées par de nouvelles émissions et préserver le niveau de liquidité suffisant. L'avantage de ces ETF qu'ils coûtent vraiment pas cher, parce que vous pouvez trouver vraiment les ETF à moins de 0,1% de frais de gestion, donc c'est vraiment rien du tout. Donc c'est presque gratuit si vous voulez, donc à ce niveau de frais de gestion on peut presque ne pas les prendre en considération. Mais il y a une grosse différence, c'est que quand vous investissez dans un ETF, vous investissez vraiment dans le marché des taux. Cela veut dire que quand les taux montent, votre ETF va baisser et quand les taux baissent, votre ETF va monter. Parce que l'ETF, il achète quoi? Il n'achète pas le taux, il achète les obligations, il paye les dollars ou les euros pour ces obligations. Ce qu'on appelle, il paye pour le corps de l'obligation. Et quand les taux montent, le corps de l'obligation baisse et vice-versa. Donc cela veut dire que vous investissez directement dans le taux. Vous n'avez pas de garantie de capital. C'est une énorme différence entre investir dans les obligations via un ETF et investir dans les obligations en direct. Parce que c'est vrai, quand vous achetez une obligation en direct, vous avez une garantie de l'émetteur de cette obligation qu'à terme, vous allez être payé, que votre capital sera remboursé. Donc, ça veut dire que vous avez une échéance quand votre argent va retourner dans votre poche. Vous n'avez pas cette notion de échéance quand vous investissez dans ETF obligataire. Au premier aperçu, on peut avoir une impression que cette différence, elle est juste majeure, elle est énorme parce que quelque part, les obligations en direct sont moins risquées que les ETF. C'est vrai, oui et non en fait en réalité. En réalité, pourquoi? Parce que quand vous achetez une obligation à 10 ans, il y a quasiment zéro chance que vous allez la garder pendant 10 ans, j'imagine. Donc vous n'êtes pas un fonds d'investissement, vous n'êtes pas une institution financière, vous achetez pour la revendre plus cher. Donc ça veut dire que vous continuez à spéculer grosso modo sur cette obligation. Donc vous payez par exemple 1000 dollars pour une obligation et vous espérez de récupérer plus que 1000 dollars. Donc c'est tout simplement ça. Après, avec la baisse des taux, certainement, et vous ne comptez pas que c'est sur le remboursement à terme, le terme peut être en 10 ans et voire parfois dans 30 ans, je ne pense pas que ce soit votre stratégie. Cela veut dire que quand il s'agit d'un investissement dans les obligations long terme, donc 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, euh, il n'y a pas énormément de différence structurelle entre les ETF et l'investissement dans l'obligation en direct. Le but est le même. C'est juste que quand vous passez par un ETF, vous profitez comme d'habitude de la diversification
et de la gestion professionnelle de ce portefeuille ETF qui est relativement simple, mais qui nécessite du temps, nécessite quand même d'avoir certaines compétences. Compte tenu des frais réduits, je ne vois aucun inconvénient d'investir dans les EDF obligataires long terme. En revanche, quand il s'agit des obligations court terme, là effectivement je suis plus d'accord d'acheter les obligations indirectes parce que quand vous placez votre argent pour un an ou voire moins parce qu'il y a des obligations vraiment de court terme de quelques mois, donc effectivement vous voulez récupérer assez vite votre argent et la notion de l'échéance à laquelle vous allez récupérer votre capital devient vraiment très importante. Et bien là, dans ce cas-là, vous pouvez passer effectivement par les brokers professionnels qui vous proposent l'accès aux achats des obligations indirectes. Il y a aussi un troisième point que je voudrais mentionner dans le cadre de cette discussion d'investissement dans les obligations. Si vous voulez investir dans les obligations européennes, il y a une solution encore meilleure. Donc là, je vous ai dit qu'il y a une notion de l'échéance qui vous garantit que vous soyez remboursé, etc., etc. Donc nous avons les assurances vie en France. Et donc dans les assurances vie, vous avez deux gros segments, comme j'imagine que vous le savez. Donc les unités de compte, ça c'est les différents fonds de placement en actions et bon, tout un tas de choses. Et vous allez avoir aussi les comptes en euros. Ce qu'on appelle les comptes en euros, c'est les comptes garantis en capital. Donc ça veut dire que c'est de l'État et le assureur, en gros c'est une société de gestion qui vous garantissent que l'argent sera remboursé. Donc du coup, vous avez même plus que cette notion de l'échéance, vous savez que vous n'allez jamais être dans le rouge. Après, ça a un coût, évidemment, parce que la protection de capital a toujours un coût. Mais par contre, derrière ces fonds, ils investissent justement dans les obligations d'États européens en différentes maturités. Donc si vous voulez investir dans les obligations d'États européens, autant tout simplement de placer votre argent sur les fonds en euros. Ça, en tout cas, si je me permets de recommander, même si je n'ai pas droit, c'est la recommandation que je ferai pour ceux qui veulent investir dans les obligations. Donc juste pour résumer que les obligations en direct, pour moi, c'est intéressant uniquement s'il s'agit des émissions relativement courtes, quand vous allez vraiment avoir les chances, quand vous voulez récupérer votre argent, peut-être investir ailleurs. S'il s'agit dans les obligations long terme, vous jouez sur les taux, vous voulez spéculer sur les taux. Ça veut dire quand vous achetez un ETF, vous comptez que les taux sont suffisamment plus hauts, ils ne vont pas monter plus, et vous attendez qu'ils baissent tout simplement. Et comme ça, vous allez gagner en corps de votre obligation. Voilà, une question suivante qui est très intéressante, elle est très patrimoniale. Je vais essayer de la répondre de manière courte, même si ça va être assez complexe. Euh, Tu nous as parlé de tes expériences dans l'immobilier et ceux que tu en as tirés. J'ai vu une ancienne vidéo d'un célèbre youtubeur Meet Kevin qui a fait une fortune dans l'immobilier avant déverser une partie de cette fortune en bourse, déconseillant de commencer par la bourse parce que le résultat tarderait à venir alors que l'immobilier serait plus encourageant avec ses revenus réguliers. Voici ma question. Imaginons que tu redémarres de rien. Tu as tout perdu et tu dois tout recommencer. Bon, j'espère que ça va pas arriver. Par quel actif tu commencerais pour reconstruire ton capital? Question pour une personne de 20-30 ans et une autre de 50-60 ans. Merci pour ton travail. Bon, ça mériterait un livre pour répondre à cette question. Moi, je vais essayer de la répondre de manière courte. C'est vrai que j'ai commencé par l'immobilier. Vous savez, ce monsieur youtubeur, Meet Kevin, je pense qu'il oversimplifie les choses. Voilà. Je me permets un petit peu de cette mix anglais-français. Je suis aux États-Unis quand même. Le gros avantage de l'immobilier, c'est pas tellement les revenus réguliers. Vous pouvez avoir les revenus réguliers en bourse également, si vous savez faire. Le principal avantage de l'immobilier, c'est l'utilisation de l'argent de l'autre. C'est comme dit Robert Kiyosaki, pas que Robert Kiyosaki. Parce qu'il est très facile de lever les fonds, d'après la banque, pour un investissement immobilier. Je trouve que construire le patrimoine from scratch est plus facile avec l'immobilier. Quand je suis arrivé en France, je suis d'origine russe, comme vous le savez, j'avais pas beaucoup de capital. Moi, j'étais pas pauvre, j'avais pas de personnes en charge, mais j'avais pas de capital pour devenir Warren Buffett, quoi. C'était clair et net. Et moi, j'avais besoin des fonds pour commencer à investir. Et l'immobilier, c'était un instrument très adapté pour ça. Il reste adapté. Après, selon la situation, ça peut changer. Donc, parfois les taux sont plus bas, parfois ils sont plus hauts, parfois il y a des différents risques. Mais bref, c'est toujours l'immobilier qui est plus facile à financer. Par exemple, si vous allez à la banque pour financer vos investissements boursiers, ça va être niet. C'est clair et net que la banque va vous refuser, sauf si vous êtes déjà un millionnaire, vous n'avez pas besoin d'argent. Bref, voilà, ça c'est la première chose, la première partie de la réponse.
Deuxième partie de la réponse, c'est les plus de point de vue éducation. J'ai quand même aussi un volet éducatif dans le projet Miner Cash, notamment j'ai une formation sur les options et également dans la façon comment je gère le portefeuille, j'essaie aussi d'apporter un petit peu des connaissances théoriques. Eh bien, il y a une chose très importante que l'immobilier, c'est quand même une petite entreprise. Il y a un petit business plan qui est très facile à retrouver sur Internet, qui est très clair dès le début, où c'est difficile de se tromper. Vous, vous commencez, quelque part, vous avez une franchise qui vous est offerte par l'expérience des autres investisseurs, parce que c'est assez clair quels seront vos frais, quels seront vos risques, quels sont les capitaux nécessaires, quels sont les différents enjeux que vous allez devoir faire face. Donc je pense qu'en tant que jeune investisseur, je réponds encore une fois à les personnes qui sont entre 20 et 30 ans, commencer par l'immobilier, de point de vue d'éducation financière, c'est vachement important. Parce que vous apprenez de gérer votre première petite entreprise. La bourse, maintenant je bascule sur le sujet boursier, il paraît souvent plus simple. D'ailleurs, encore plus simple paraît le marché de Forex. Mais par contre, c'est énormément trompeur. Pour investir professionnellement en bourse, il faut connaître bien plus de choses que pour investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier peut, mais pratiquement n'importe qui. N'importe qui. Il ne faut pas avoir des backgrounds finance. Il faut juste avoir l'envie, passer un petit peu de temps pour s'auto-former. Ça suffira peut-être une semaine à peine pour avoir suffisamment de connaissances et commencer à investir sérieusement dans l'immobilier. Pour investir sérieusement en bourse, il faut lire des livres et des livres, passer des heures à des heures. Et si vous allez sur des instruments où vous pouvez vraiment faire du alpha, style les options, il faut suivre différentes formations. Et ça coûte et ça prend du temps. Et pour arriver à avoir un business plan qui va être le vôtre, parce que pour la bourse, il n'y a pas une réponse claire comment gagner de l'argent, tandis que dans l'immobilier, il y en a une. Et vous pouvez vraiment passer beaucoup de temps à vous former pour commencer à sérieusement investir en bourse. En fait, le piège, c'est que les gens qui commencent en bourse, ils ne connaissent rien, ils commencent vraiment un petit peu à investir à la cowboy et ils perdent de l'argent assez facilement et finalement, ils se découragent de l'investissement tout court. Ils pensent que la bourse c'est du casino et des choses comme ça. Mais voilà, je pense que si j'étais amené de commencer de zéro, ma réponse dépend plus de mon niveau de maîtrise. Si j'avais mes connaissances actuelles aujourd'hui, si j'avais vraiment pas de capital, je pense que je devrais de toute manière commencer par l'immobilier. Si j'avais déjà le capital, je commencerais probablement par la bourse, mais sachant que je maîtrise déjà. Donc je connais déjà l'investissement fondamental, l'analyse technique, je maîtrise très bien les options, j'ai tous les instruments que je peux employer pour reconstruire mon capital. Euh, c'est euh, c'est ça la question. En fait, ça dépend de votre niveau de maîtrise. Si vous maîtrisez très bien la bourse, si vous vous considérez comme un professionnel, si vous êtes capable de monter un business plan en bourse, avec des stress tests, avec, par exemple, vais vous poser la question, qu'est-ce que c'est par exemple l'AVAR, Value at Risk? Est-ce que vous voyez ce que c'est? Je dis souvent dans mes vidéos que le risk management, c'est la base de l'investissement en bourse. Par exemple, la question que je viens de vous poser, qu'est-ce que c'est l'AVAR? Et c'est une des bases de la gestion des risques en bourse, les risques de marché. Et si vous ne la maîtrisez pas, dans ce cas-là, vous n'êtes pas professionnel. Ça ne va pas dire que vous ne pouvez pas aller en bourse, mais vous ne pouvez pas y aller en tant que professionnel. Donc ça veut dire pour reconstruire le patrimoine, et ça veut dire que vous allez devoir faire des rendements significativement supérieurs à la moyenne des indices. Je ne vois pas pourquoi vous allez le faire, hein, parce que vous n'êtes pas encore professionnel. Je ne dis pas que si vous allez apprendre, aller sur Internet, apprendre ce que c'est la VAR, c'est que vous allez en devenir, mais c'est juste un indicateur, par exemple, de votre niveau actuel, si vous connaissez suffisamment ou pas pour devenir un professionnel en bourse. Par exemple, dans mon projet Miner Cash Patrimoine, je propose une gestion classique, mais ce n'est pas une gestion qui a un amené d'une exploser les performances. Parce que pour exploser les performances, il faut que vous deveniez trader, un investisseur professionnel avec toute une approche derrière. Et c'est compliqué, c'est vraiment un métier très très complet avec les mathématiques, avec les statistiques, avec les backtesting. Déjà, moins que le risk management, c'est toute une science à part entière. Et ça peut paraître de l'extérieur, ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Pour une personne à 50-60 ans qui commence de zéro, franchement, j'ai jamais réfléchi à cette question.
Je pense que ici, ça dépend aussi encore une fois de beaucoup de choses. Si vous avez des personnes en charge, parce que quand vous avez 50, 60 ans, si vous avez encore des enfants, si vous devez, bon, si vous avez beaucoup de frais, si vous avez juste du temps, beaucoup du temps, c'est déjà un gros actif. Je pense que vous avez tout le nécessaire pour vous former. Je parle d'un cas quand même assez extrême, hein, quand vous avez tout perdu et vous devez reconstruire votre patrimoine. Je passerai quand même peut-être beaucoup de temps. Je pars du principe qu'à cet âge-là, vous avez beaucoup de temps. Bon, après peut-être c'est pas le cas, mais je pars de ce principe-là pour vous former sur des instruments qui ne sont pas habituels. Bah, typiquement les options, crypto j'aime pas, mais bon, si vous voulez, bon, là je ne conseille pas du tout, mais les produits dans lesquels on peut vraiment systématiquement faire mieux que le marché. Déjà c'est assez intéressant en tant qu'exercice intellectuel, et vous pouvez commencer à monter des stratégies complexes. Donc, et dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement repartir sur la bourse comme un professionnel. Pourquoi pas? Par contre, être trader actif, entre guillemets, avec les options, vous pouvez dormir tranquille. Parce que vous pouvez maîtriser à 100% votre risque. Mais avec d'autres produits, je ne ferai pas, par exemple, du day trading, jamais avec ça. À moins que si vous aimez bien l'adrénaline. Je pense que je partirai là-dessus parce que l'immobilier, le problème, c'est que vous n'avez pas beaucoup de temps. Sur l'immobilier, il faut avoir au moins 20 ans devant vous. Et pour commencer à profiter des fruits de vos investissements. Bah, à 50 ans ou 60 ans, vous avez, j'espère, encore largement plus que 20 ans. Mais, euh, mais le problème, c'est que vous allez mettre plusieurs années pour construire votre patrimoine immobilier. Parce que la banque ne va pas vous prêter pour 10 appartements tout de suite. Pour avoir un parc immobilier, il vous faudra 10 ans, facilement. La question suivante concerne à nouveau les marchés obligataires. Donc apparemment, ça intéresse beaucoup de personnes, ce sujet. Donc est-ce qu'il est possible d'avoir ta vision sur la manière de construire un portefeuille obligataire diversifié? Par exemple, avec les fonds obligataires datés qui figent les rendements, des ETF du type TLT dont tu parles, mais qui ne fichent pas les taux, et d'autres sur d'autres durées, 3, 5, 7 ans. La question, encore une fois, elle est vaste et ouais, peut-être même pas forcément très compliquée. Pour diversifier, vous avez tout un tas de ETF sur toutes les maturités, donc évidemment, vous pouvez jouer sur ces ETF. Après, le marché obligataire, il est structuré parce qu'il y a la dette souveraine, qui est considérée comme la plus sûre. Après, il y a des différentes grades de dette. Souvent, ça suit les agences de notation. Donc, selon le risque de la dette, vous avez plus de défauts et donc, du coup, vous avez plus de volatilité. Vous pouvez tout simplement commencer à déjà diversifier par le risque de sous-jacent avant de commencer la diversification par les maturités. Souvent, les fonds obligataires, ils mélangent plusieurs maturités. Ça arrive même très régulièrement. Mais généralement, le fonds, il a une direction, soit court terme, soit moyen terme, soit long terme. Encore une fois, investir à court terme, je passerai peut-être par les placements tout simplement en bourse. Aujourd'hui, d'ailleurs, la liquidité sur Interactive Brokers s'est remenée presque à 5%. Donc, je ne vois pas spécialement intérêt d'aller chercher quelque chose de trop complexe quand vous êtes déjà rémunéré avec de vos placements. Et bien, pour le long terme, vous pouvez tout simplement avoir des fonds qui gérés par des grosses boîtes comme TLT ou d'autres, ou Amundi, Alexor, qui proposent un peu le même style de placement et diversifier de cette manière. Ensuite, vous pouvez aller sur la dette corporative. Il y a des corporations qui sont mieux notées ou moins bien notées. S'ils sont moins bien notés, dans ce cas-là, vous allez avoir plus de rendement. Mieux notés, vous allez avoir moins de rendement, etc., etc. Donc tout simplement, cette diversification qui est assez évidente. Après, tout ce qui est daté et tout ce qui est linked inflation bonds, c'est un peu autre chose. Mais par exemple, tous les fonds, quand vous entendez parler soit de fonds à capital garanti, soit quelque chose daté, dès qu'il y a quelque chose qui est figé, souvent il y a derrière, il y a des options, encore une fois, euh, qui permettent justement de garantir ce capital. Dès que vous avez ça, cela veut dire qu'il y a des coûts supplémentaires. Cela veut dire qu'il y a quelque part un hedge ou un produit structuré qui vous permet d'arriver à cette garantie, entre guillemets. Et donc, cela veut dire que le fonds va vous coûter beaucoup plus cher. Généralement, moi, ça ne m'intéresse pas énormément, honnêtement. Je préfère devoir un portefeuille diversifié. Si je compte que les taux sont allés trop haut, je pense qu'ils vont rebaisser. Je veux tout simplement avoir un portefeuille diversifié des obligations en direct, pas en direct, mais les obligations normales sans aucune gestion particulière figée de quoi qu'il soit.
La dernière question, j'apprécie ton analyse Pavel, merci pour ton point de vue sur la Suisse, j'y suis basé. Effectivement, avec la force actuelle de CHF, ce n'est même pas évident d'investir sur le SD car on devrait pratiquement se couvrir contre le risque de change en tout cas. C'est aussi ton avis, c'est la question. J'ai aussi du Roche, Nestlé et avant la correction, j'avais pas de conscience de shorter le CHF en y investissant. Oui, c'est vrai que dans la dernière vidéo Café de Dimanche, quand on a fait le tour des actions, je parlais des actions suisses et je disais que quand vous investissez dans Roche ou dans Nestlé, quelque part vous faites un short sur CHF parce que ces entreprises, ils font leur bilan en francs suisses et par contre ils vendent leurs produits dans le monde entier. Eh bien, bon, évidemment, je n'ai pas changé d'avis. Et la question elle est plus vaste dans le point de vue de gestion patrimoine. Je trouve que c'est vachement intéressant parce que dans le patrimoine, surtout si vous êtes en Suisse, donc déjà, certainement, vous gagnez très bien votre vie. Vous pouvez vous permettre de diversifier sur tout un tas de devises. Je pense et je suis presque convaincu que euh, il faut avoir plusieurs devises dans votre patrimoine. Moi, dans mon cas, parce que moi je travaille aussi pour un client en Suisse, ma diversification, c'est largement euro, largement dollar, et j'ai un petit peu d'autres valeurs, notamment le franc suisse. Donc, j'ai pas beaucoup de francs suisses, mais j'en ai surtout maintenant, je suis plus tendance à m'en débarrasser plutôt que d'y investir. Mais par contre, j'aime bien d'avoir beaucoup de devises stables dans mon portefeuille. Par exemple, si j'investis dans une valeur anglaise, souvent je vais préférer d'y investir en GBP plutôt qu'en équivalent en euros ou quelque chose. Parce que voilà, j'aime bien d'avoir plusieurs devises, comme ça me offre une certaine diversification supplémentaire. Mais c'est davantage plus le cas si vous êtes en Suisse ou dans un autre pays où il y a une devise qui n'est pas une devise majeure dans le monde. C'est vrai que le franc suisse, on en parle souvent, mais de point de vue, on va dire, opérationnel, c'est pas une devise qui s'échange dans tous les pays, comme de l'art ou l'euro. Eh bien, dans ce cas-là, vous n'allez pas vivre enfermé en Suisse toute votre vie. Vous voyagez, vous avez peut-être un projet, je ne sais pas si vous êtes d'origine suisse ou vous êtes français, ou vous pouvez très bien envisager de partir en retraite en France, en Portugal, en Italie, je ne sais pas où, ou bien rester en Suisse, pourquoi pas, mais de toute manière, vous allez voyager. Donc forcément, votre devise de base, même si elle est CCHF, je pars du principe que je voulais rester dans la Confédération, euh, en réalité, vous avez plusieurs devises de base parce que vous n'allez pas rester tout le temps en Suisse, vous allez consommer quelque chose en Europe, dans les pays voisins. Vous devez avoir une diversification dans votre patrimoine. Si vous êtes purement européen ou vous êtes purement américain, vous ne bougez pas de votre pays, ou bien vous restez en Europe, ou bien vous adorez les États-Unis et vous voyagez entre les États. Dans ce cas-là, peut-être votre patrimoine doit être orienté largement dans votre devise de base. Mais même là, avoir une petite diversification par rapport à notre devise, surtout si vous êtes un euro et avoir un petit peu de patrimoine en dollars, c'est toujours bénéfique. Vous voyez, quand vous parlez de se couvrir, je trouve qu'il faut utiliser parfois un hedge naturel. Donc par exemple, au lieu de se couvrir, tout simplement d'avoir juste une partie de votre patrimoine dans une autre devise pour que finalement ça se compense. C'est ce que j'essaie de faire. Donc j'essaie de maintenir à peu près le ratio 60-40 entre euros et les autres devises, principalement du dollar, quand je fais mes investissements. Quand je fais un investissement, à chaque fois je réfléchis, est-ce que je ne suis pas surexposé sur une telle ou telle devise. Et n'oubliez pas un autre point que quand vous prenez un prêt, vous devenez short sur la devise. Ça, c'est aussi quelque chose à tenir compte, surtout maintenant, surtout les pauvres personnes qui ont emprunté en francs suisses. Avant, on les vendait ces produits, les commerciaux dans les banques vendaient ce produit comme un miracle, que vous ne pouvez pas payer beaucoup. Et finalement, maintenant, quand le franc suisse est devenu très cher, pour eux, c'est devenu vraiment une galère parce qu'il était short franc suisse en empruntant en francs suisses. Ça, c'est quelque chose à... Justement, ça, c'est une des... Encore une fois, je reviens à la question, une des questions précédentes. C'est une des questions de formation financière que vous devez vous rendre compte quand vous êtes short, quand vous êtes long, réellement, quoi. Quand vous empruntez, vous êtes short sur une devise en question. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant. N'oubliez pas en like, partagez cette vidéo et je vous donne le rendez-vous pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, on va être sur Telegram et sur la chaîne Minder Cash. Inscrivez-vous et à très bientôt. Bye bye.